Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un dîner à Chambéry. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je propose, c'est qu'on commence le repas. Alors malheureusement, vous le savez, dans cette émission, il y a une règle. La première personne interviewée ne peut difficilement commencer à manger. Et malheureusement, ce n'est pas un bizutage. Et c'est tombé sur vous, Madame Laclais. Comment on s'appelle? Madame Laclais, Madame la députée? Comment je dois vous appeler? Bernadette. Bernadette? Très bien, oui. Eh ben, vous m'appellerez Monsieur Magnin. C'est parfait. Monsieur Magnin. Excellent. Hugo Bernadette. Voilà. Ça vous va? Très bien. Écoutez, c'est très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Alors, comme je l'expliquais à l'émission dernière, merci de me couper. Mais j'attendais de toi que tu le fasses. Il a le droit de tout faire, mec. Alors, vous le savez, chers téléspectateurs, avec nos invités politiques, nous ne parlerons pas politique. Nous reviendrons simplement sur leur parcours, sur leur expérience, faire un petit peu un portrait de chacun de nos politiques. La dernière fois, c'était Christine Favetta qui était à votre place. Alors, on va faire un petit peu votre portrait, vous présenter un petit peu, même si les gens à Chambéry, en Savoie, vous connaissent très bien. Parce que ça fait quand même un moment que vous êtes présente sur la scène politique locale. Vous me dites que je suis un peu vieille, c'est ça? Non, je ne me permettrai pas. Non, vous êtes très jeune en plus encore. Vous êtes né à Chambéry. Oui. Vous avez passé votre enfance en Maurienne. Oui. En partie. Oui. En partie. Pour vos parents, vous avez un père qui travaillait à EDF, Oui. une mère institutrice. Oui. Je me suis bien renseigné. C'est bien, c'est bien. Je vous lisais bien, oui. Pour l'instant, bien, on commence oui. bien. On commence bien. Vous avez été admise à l'Institut politique de Grenoble, Oui. puis après à l'Institut d'Urbanisme en 1988. Oui. Vous aviez à peu près 20 ans. Oui, c'est ça. Je ne vous dis toujours pas que Oui, c'était il y a oui, longtemps, oui. vous inquiétez pas. Parce que déjà à l'époque, vous étiez déjà engagé, investi en politique. Oui. Un Oui. petit peu, oui, oui, bien sûr. Vous Oui, étiez déjà militante. Est-ce que vous étiez déjà adhérente au Parti Socialiste? Non, j'étais pas adhérente au Parti Socialiste. Oui, J'ai d'accord. adhéré beaucoup plus tard. J'ai adhéré en 97. D'accord. Alors, votre premier emploi, au moment où vous étiez en études, vous étiez secrétaire de mairie en Isère, Oui. il me semble. Ensuite, à la fin de vos études, vous êtes, à l'âge de 28 ans seulement, chef de cabinet du maire de Pontcharrat. Alors là, vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas les bonnes dates. J'ai pas les bonnes dates? Non, je suis On va la désolée. refaire. Alors, dites-moi. Non, non. En fait, j'ai commencé à travailler en même temps que je faisais mes études. Voilà, À la fin de mes oui. études. Et j'ai effectivement été d'abord dans une mairie de Savoie. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'une mairie en Isère. En Isère. Et ensuite, en 1995, je suis devenue directrice de cabinet de Louis Besson, ici à Chambéry. Voilà, en Voilà. 95, Et c'est là que j'avais conseillère 28 ans. municipale. Mais j'ai au commencé départ. à travailler en 90. D'accord. Voilà, donc j'avais 23 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, en fait, j'ai mal lu mes fiches, mais c'est vrai, c'est Voilà. le cas. Donc, Oui, les c'est vrai, infos c'est vrai. étaient justes, s'il vous plaît. Je vous confirme que c'est vrai. À ce moment-là, avec Thierry Repentin, vous incarnez le renouvellement socialiste en Savoie. C'est vrai. Moi, je suis on peut rentrée dire. au Parti Socialiste après. Après, Voilà, en D'accord. 97. très bien. Quand De- Lionel Jospin Ouais, d'accord. a porté l'ambition de la parité, Ouais. c'est là que j'ai décidé de m'engager D'accord. dans le Parti Socialiste. Alors justement, de 2001 à 2016, vous êtes première adjointe du maire de Chambéry, Louis Oui. Besson. Oui. Quelle expérience vous gardez du travail que vous avez fait avec Louis Besson? Ah, C'était un grand homme politique. Oui, enfin, c'est un grand C'est un homme. grand homme politique. Continue toujours. Oui, Il n'est pas décédé, rassurez-vous. oui. C'est un grand homme politique. Il était ministre, on le sait. Oui. Qu'est-ce que vous retenez Ah, c'est extrêmement intéressant de travailler avec Louis Besson, puisque c'est l'école de l'exigence, Bien sûr. hein, et de la rigueur, mais au bon sens du terme. Et donc on apprend énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça que vous voit les personnes qui travaillent avec vous. On m'a dit exigeante. Ah, bah, je prends ça. pour, Dans le bon sens du terme, attention. Oui, hein. oui, je le prends aussi dans le bon sens du terme. Voilà. Oui, l'école de Louis Besson, c'est un peu l'école quand même de l'exigence. D'accord. C'est très formateur. D'accord. Voilà. Et en même temps, c'est beaucoup d'humanité, donc on travaille dans une grande confiance. Et bon, je n'ai que des bons souvenirs. En plus, il y a eu une période où j'ai travaillé aussi. Louis Besson était ministre et André Gilbertas Bien sûr. était maire. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. D'accord, Voilà, très bien. avec les deux. Avec les deux. Oui. Une très bonne entente aussi, on le sait. Oui. En août 2007, Louis Besson démissionne de son poste de Oui. maire à la mairie de Chambéry. À ce moment-là, il y a de nouveau des élections et vous devenez maire de Chambéry, donc de 2007 à 2014. Oui.
Une expérience incroyable, magnifique. Parce que je sais que vous aimez beaucoup votre département, vous aimez beaucoup la ville de Chambéry, vous y êtes très Oui. investi. Oui, mais je suis née à Chambéry, j'y vis. Toute ma famille est à Chambéry ou dans l'agglomération chambérienne. Voilà, c'est mon département. Je me sens profondément savoyarde, oui, et chambérienne. Très bien. Et depuis 2012, député Oui. à l'Assemblée nationale. De la circonscription. Qui De la est 4e circonscription de Savoie. Voilà, qui englobe Chambéry et les Bauges. Donc voilà, c'est une partie de l'agglomération également, jusqu'aux portes presque d'Albertville. Bien sûr. Très très bien. Vous êtes en charge actuellement de la loi montagne et de la loi santé. Alors on en parlait en off tout à l'heure avant l'émission avec Ricky James, qui demandait, qui vous disait que c'était bientôt Cultiver fini. son nez cultivé. Voilà. Alors la loi santé c'est fini puisque elle a été promulguée au mois de janvier 2016, donc on est plutôt là maintenant dans l'application de la loi santé. Voilà, la loi montagne, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous laisse expliquer. La loi montagne, donc par contre on est en plein dedans. La première lecture vient d'avoir lieu et le Sénat se prononcera avant les fêtes de Noël. Et il s'agit en fait d'un acte 2 de la loi montagne, puisque la première loi montagne date de 1985. Bien sûr. L'objectif, c'est d'avoir une législation qui tienne compte de la spécificité des zones de montagne, qui définissent d'abord ce qu'est une zone de montagne, bien sûr, et qui prévoit dans ces différents articles quelles sont les thématiques qui peuvent être adaptées en fonction de la spécificité des contraintes des zones de montagne. D'accord. Voilà, donc on a travaillé depuis plus de maintenant presque 24 mois sur ce sujet, puisque quand le Premier ministre était venu ici Chambéry, Manuel Valls, bien sûr. En octobre 2014, il avait annoncé qu'il souhaitait missionner des parlementaires pour faire une sorte d'évaluation de la loi de 1985 et surtout adapter la loi de 1985, parce qu'en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr. Il y a 30 ans, on ne parlait pas beaucoup du réchauffement climatique. On n'avait pas connu tous les mouvements de décentralisation qu'on a connus depuis. Aussi des évolutions très fortes en matière de services publics. Et donc il fallait adapter cette loi. Et il avait promis que si le rapport était suffisamment consistant pour un nouvel acte législatif, eh bien, il y aurait un nouvel acte législatif. Donc cette parole a été tenue. Et nous avons un nouvel acte législatif. C'est une belle réussite cette loi pour vous, quelque part. Oui, c'est une belle réussite parce qu'on avait vraiment besoin, et tous les acteurs de la montagne qu'on a largement auditionnés, puisque avant d'avoir cette loi, nous avons rendu un rapport avec une collègue du Doubs. Nous avons rendu un rapport avec 99 propositions, certaines relevant de la loi, d'autres relevant de décrets ou de circulaires d'application. Et ça a été un travail passionnant d'audition, d'écoute. Et en même temps, tout l'objectif qu'on s'était fixé, c'était d'être aussi bon que nos prédécesseurs et d'essayer d'arriver à un texte qui soit consensuel. Bien sûr. Et nous y sommes presque arrivés, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas voté ce texte. Voilà, donc a voté contre ce texte. Oui. Donc j'espère que ce sera la même ambiance de travail au niveau du Sénat et qu'on arrivera à un accord maintenant rapidement, parce que le monde de la montagne attend avec impatience. On a besoin de pouvoir avoir cette nouvelle législation. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est, si vous voulez, d'essayer de défendre nos zones de montagne dans une vision d'intérêt général. Et tout ce travail qu'on a fait n'était pas du tout ce que parfois on peut entendre de la part de nos concitoyens, des oppositions. Les montagnards savent se retrouver sur les choses qui sont les choses utiles, indispensables, pertinentes. Et on sait, on n'est pas très nombreux, donc on a plutôt intérêt à se serrer les coudes. C'est vrai, complètement. Vous êtes aussi très investi dans la culture. Oui. C'est quelque chose qui est important pour vous. Oui. Je le sais. Oui. J'ai toujours aimé la culture. Quand j'étais plus jeune aussi pratiqué. Donc oui, je fais de la musique. Donc c'est pour moi indispensable. C'est nécessaire aussi à mon équilibre. Donc voilà. Et je crois que Chambéry est une ville qui a beaucoup de chance, parce que beaucoup de
d'établissements, beaucoup d'artistes, d'artistes. beaucoup d'associations, une vie culturelle. On ne parle pas de toi. Hein. Une vie culturelle. Mais on parle aussi de lui, aussi. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être vice-présidente de la région en charge de la culture. Ça a été des années passionnantes avec Jean-Jacques Caran. J'en garde un souvenir ému. Voilà, j'ai fait tout le tour de la région, j'ai rencontré des gens formidables et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique au départ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la politique? Alors, peut-être l'envie de s'engager. Oui. Bon, ça, c'est certain. Et puis, des causes que je continue de soutenir et des sujets sur lesquels, même après autant d'années, j'ai encore envie de faire avancer des choses. Voilà. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est facile? Parce que je sais que vous en parlez de temps en temps. Parce que je suis allé voir un peu votre page Facebook, évidemment. Bien sûr. Et est-ce que c'est facile d'être une femme en politique? C'est pas plus difficile. Parce que, non, parce que quand on regarde un peu question gouvernement l'après-midi à la télévision, on remarque que c'est pas forcément toujours facile. Non, ça reste plus difficile pour les femmes. Oui. Voilà, on est dans une culture globalement qui est une culture où, on va dire, le masculin est dominant et où les femmes ont toujours à prouver leur légitimité. Toujours plus à prouver que les hommes. Toujours plus à prouver que les hommes et où le plafond de verre est quand même une réalité. Et il faut se battre beaucoup plus pour arriver à se faire reconnaître. Et souvent, effectivement, pour les femmes, les critiques ne portent pas nécessairement sur notre action, mais plus sur ce que nous sommes, sur notre apparence. Voilà. Donc il faut essayer de dépasser tout cela. Voilà. Et en même temps, je crois que notre société a vraiment besoin que les femmes s'engagent. Je ne dis pas ça pour moi, je le dis globalement, parce que il y a beaucoup de sujets sur lesquels on le voit, les femmes s'engagent plus peut-être par nature. Et quand je dis ça, ce n'est pas une critique, c'est la société et nous sommes ainsi faits. Le même verre ne sera pas nécessairement vu de la même façon par un homme et par une femme. Et ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des points de vue. Bien sûr. Ce n'est pas d'opposer, bien évidemment, c'est d'être complémentaires. Et en même temps, quand je regarde, les femmes sont peut-être plus sensibles à certaines thématiques. Voilà. Je ne dis pas que les hommes le sont insensibles, mais quand on regarde comment elles s'engagent dans les commissions... Sensibilité plus forte quand même, oui, sur par exemple les questions de la petite enfance, sur les questions du vieillissement. Quand vous regardez souvent l'hémicycle sur la question par exemple de la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, il y avait beaucoup de femmes. Et sur les questions relatives, demain, ce sera la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est vrai que la délégation des droits des femmes, il y a des hommes, mais c'est quand même beaucoup les femmes qui sont engagées sur ces sujets. Et ce sont des sujets de société qui sont vraiment à prendre à bras le corps. Moi, je suis très mobilisée sur ces questions. C'est pas normal que dans notre pays... à l'heure actuelle, une femme, tous les 2 jours et demi à peu près, décède sous le coup de ses compagnons. 122 femmes depuis le début de l'année 2016. Et ce sont évidemment des vies brisées, des vies interrompues, souvent très jeunes, mais pas que. On a vu aussi, encore aujourd'hui, un monsieur qui s'est attaqué à son épouse. Et ce sont des gens qui sont assez âgés, pour le coup, aujourd'hui. Et ce sont souvent aussi des enfants qui ont leur vie complètement brisée. Donc voilà, il y a un vrai sujet de société, il faut s'y atteler. Et puis il y a beaucoup d'égalités qui sont encore à conquérir, l'égalité salariale entre autres. C'est encore environ 20% de moins à poste égal pour une femme. Et dans l'administration, où on peut dire, mais attendez, dans l'administration, c'est les mêmes grilles indiciaires. Donc voilà, la réalité, c'est que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à avancer dans leur carrière. Donc même là, ce n'est pas fait. Il y a encore beaucoup de travail. Et quand on regarde les choses avec objectivité, je crois c'est qu'on peut souligner que les lieux de pouvoir aujourd'hui, même si les femmes ont gagné évidemment grâce à la loi sur la parité, moi j'ai toujours soutenu cette loi, même si on peut regretter qu'on soit parfois obligé de fonctionner avec des béquilles, les quotas ou les lois qui imposent.
Nous restons quand même souvent sur l'action sociale et les postes régaliens, vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui, y compris dans un gouvernement qui a beaucoup fait pour les droits des femmes, c'est encore un peu difficile. Et alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on discute ensuite avec des chefs d'entreprise ou avec des présidents d'université ou avec des personnes qui sont en responsabilité qui disent mais j'ai découvert la façon de travailler avec les femmes et maintenant je ne souhaite plus. Est-ce que passer à l'excès inverse ? Oui, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que je crois aussi qu'il y a un regard différent. Moi, je n'oppose pas parce que je pense que c'est pas, y compris en politique d'ailleurs, hein, c'est pas l'objet, mais il y a vraiment un regard différent et qui se complète et qui est cohérent. Ma question, c'est est-ce que ce regard différent n'est pas induit par cette différence de traitement ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se demande si la différence ne vient pas d'une habitation excessive de la fonction féminine telle que définie par l'homme. C'est possible. Alors, ce qui tendrait à dire que ça disparaîtra avec le temps. Non, avec le sexe masculin. Mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Et certains disent d'ailleurs, parce que là où les femmes sont finalement, elles réussissent quand elles réussissent plutôt bien. Et globalement, les filles d'ailleurs, sur le plan scolaire, réussissent très bien. Oui. Et donc, certains disent que la parité, en fait, était inventée pour protéger les hommes. Ah ouais. Mais c'est pour sourire, hein. Non, mais j'entends bien, magnifique, parce qu'il y a un penseur qui disait qu'elle manque d'ambition, de vouloir être l'égal des hommes. Je trouve ça génial. Oui, aussi. Ah bah oui, je trouve ça bien génial. sûr. C'est une phrase magnifique. Je te remercie en tout cas, Ricky, de ton intervention. D'une part, parce que c'était très intéressant. Merci. De deux, parce que ça m'a permis de manger. Merci. Tu te sens appartenir à une génération qui était encore un peu... Oui, charnière. Par rapport à mes collègues qui sont un peu plus âgés, je vois leur combat par rapport à ce qui peut être le nôtre et puis ce qu'on a vécu à l'école, au collège, au lycée ou à l'université. Donc je vois bien les choses ont changé. Mais par rapport à ce que vit, par exemple, ma fille, je vois encore plus de changements. Et Non, elle a 7 ans et demi, mais on voit bien les choses évoluent, et fort heureusement d'ailleurs. Et je pense que, bon, évidemment, mais par rapport aux pays européens, par exemple, du nord de l'Europe, on a vraiment du retard. Oui. On a un décalage et c'est lié évidemment à notre histoire, c'est lié à notre culture. Et c'est difficile, mais il faut le surmonter. Et puis, effectivement, vous avez raison. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées en termes de texte. Ensuite, entre ce que les lois disent, effectivement, la façon dont elles fait vivre, il y a quand même encore beaucoup d'actions à avoir. Encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut considérer que mieux un pays traite ses femmes, plus les enfants ont de droits ? Alors, je pense que globalement, on regarde quand même l'humanité aussi de la société dans laquelle on vit, à la place que l'on laisse aux plus faibles, c'est-à-dire aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et je crois effectivement aussi que les sociétés qui ont su laisser l'égalité entre les hommes et les femmes, globalement, se portent beaucoup mieux. Et ça nécessite d'ailleurs qu'il y ait une véritable implication de l'homme dans le foyer aussi, hein, parce qu'on est très en retard aussi sur la prise en charge. Il n'y a pas que l'aspect aussi des femmes qui pourront être mieux traitées sur le plan de la vie professionnelle, de la vie personnelle, mais il y a aussi le partage des tâches. Oui. Et là-dessus, on a encore pas mal de boulot. Pas mal de boulot. Moi-même, à titre personnel, j'ai quelques retards. Il y a certaines des tâches... Oui, ça se voit. Non, mais je veux bien prendre d'autres en marche. Je trouve que ça s'améliore. Mais je suis content que tu sois là pour la partie un peu intellectuelle. C'est vrai ? Je veux dire que je ne participe qu'à une partie de l'émission. D'ailleurs, pour le dessert, on va te demander de partir. Oui. Non, mais c'est une double chance parce qu'on ne se voit jamais et je t'assure qu'on s'aime vraiment beaucoup. Mais je sais que vous vous entendez bien, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter en même temps j'en profite pour que Madame Laclais. tailler en pièces que Bernadette, 3 fois à Chambéry parce que les gens confondent l'amitié et la politique. C'est vrai que je me positionne souvent comme ton ami. Et il y a des fois où c'était pas le moment de le faire. Parce que campagne et compagnie, là. Et donc les gens s'imaginent que je passe mon temps dans son bureau à prendre des consignes.
pour aller répondre Et j'ai beau leur dire, mais détendez-vous. Détendez-vous. Et si tu permets, moi j'ai un excellent souvenir, c'est de la télévision, donc pourquoi ne pas en faire profiter. Moi j'ai rencontré Bernadette Laclais sur un moment dont elle-même ne se souvient plus. C'est la campagne européenne de 2001 2005, je pense. Non. Non. Parce que, Il y a 99, 2004. voilà. Et alors, Rocard en conduisait une, c'était laquelle? Il a dû conduire 2004. 2004. Oui. Et en fait, toi tu es en campagne et tu accompagnes en Savoie Michel Oui. Rocard qui manque de repères et vous êtes au café Follier. Oui. Tu te souviens de ce moment? Oui. Tu es en tailleur noir, je me souviens Tu sais que de parfaitement. les Et citer moi, là, tu sais combien ça me coûterait si j'ai proposé de les citer? Tu sais combien ils devraient payer normalement Non. pour la Et en pub là fait, Bernadette est en campagne, c'est elle qui connaît les gens de Chambéry et parmi les gens qu'elle aborde, elle dit bonjour, nous sommes en campagne pour les élections, je ne sais plus, européennes. Oui. Est-ce que ça vous intéresse de rencontrer M. Rocard, mon idole? Et moi, sur le coup, je me dis, elle se moque de moi. Et en fait, il dit, mais si, il est là. Et Michel Rocard était. Donc, c'est grâce à toi que je rencontre Michel Rocard. Ça dure 2 minutes, il me donne sa carte de visite et après, j'ai jamais réussi à chercher le rendez-vous. Mais sa carte de visite, c'était mon diplôme pendant des années. Alors, je commençais toujours par une petite histoire et puis, genre, attendez. Et puis, je chantais sa carte. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, ensuite, je suis venu te voir à ton bureau et on a eu un échange. Je crois que ça a duré 5 minutes sur ce qui était ma demande. Et après, on est chez Gens Philosophiques sur le rocardisme qui a duré bien 1 heure. Oui. Dans ton bureau. Donc c'est à cela qu'on mesure les gens aussi, quoi. Puis moi, étant pas électeur français, on peut pas dire qu'elle m'a accepté en espérant quoi que ce soit, je vote pas. Je suis camerounais. Donc c'est un excellent souvenir, vraiment. Moi aussi, c'est un excellent souvenir parce que d'abord, on arrive. Vous sentez pas obligé? Non, non, mais moi j'ai un excellent souvenir aussi qui était Chambéry-le-Haut Oui. avec Ahmed Mouissi. Ah oui, Oh oui, bien sûr. Ah, Ça, tu oui, m'avais raconté. j'étais là, Tu m'avais oui. raconté en plus. Oui, Ahmed qui m'invite sur la prairie en face du Scarabée, là, non, j'ai oublié le nom. La prairie. Ah, on était dans le Scarabée là. Ah oui, c'est la soirée citoyenne d'honneur. Oui. Quelle classe, quelle classe. Absolument. Ah oui, oui. Et C'est une on soirée. lui avait fait une surprise, on ne lui avait pas dit. Mais on avait quelques Tu complicités. m'avais raconté. Tu m'avais raconté. Ça, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est énorme. Parce qu'il fallait bien qu'on ait des complices. Bien sûr. Oui, puis pour connaître Ahmed, moi je sais que ce jour-là, il a pris. Tu sais que tu as eu des appartenances, mais il y a des fois où c'est Oui. citoyen d'honneur devant sa mère. C'est le genre de truc, ça arrive Bien une sûr. fois, quoi. Citoyen d'honneur de la ville dans laquelle tu es né, Ahmed aussi, la place. C'est elle qui a fait ça. Et C'était un moment. ouais, tout le monde au bord des larmes. Intense, Ça va être ouais. un truc quand Ahmed même. Mouissi, dont on reparlera avec toi tout à l'heure, Sophie d'ailleurs. C'est vrai. Une petite dernière question. Parmi tous les politiques locaux et nationaux que vous avez croisés, quelle est la personne politique qui vous a la plus marqué? Le plus marqué, pardon, je ne sais plus parler français. Il y en a plusieurs. Hein, Une rencontre qui vous aurait particulièrement... Michel Rocard, Michel qu'on Rocard. évoquait. Moi, j'ai eu avec Michel Rocard cette visite des chantiers du Lyon-Turin et de voir l'enthousiasme Ouais. de cet homme pour les chantiers, pour découvrir ces galeries, la façon dont il s'impliquait dans chacun des dossiers qui lui étaient présentés. Et ensuite, on était allé, en 2007, il est revenu, on est allé inaugurer le musée des pianos mécaniques de Modane. Et ce qui, pour un homme qui a été Premier ministre, député européen, on aurait pu penser que ça l'intéressait, mais moyennement. Et oui, je veux bien. Et la passion qu'il a montrée pour les pianos mécaniques. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de pouvoir discuter pendant 2 heures avec Robert Badinter. J'avoue que Ah oui, c'est quand même un moment assez exceptionnel. Merci. Voilà. Et, évidemment, on a parlé de Chambéry, on a parlé de beaucoup de choses, du lycée Est-ce qu'il Vaugelas. connaît Chambéry? Mais il a été ici pendant la guerre, accueilli à Cognin pendant 2 ans. Oui, j'ai su ça. il y a pas Merci à Ricky James, mon grand ami de toujours. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc pour un nouveau numéro d'Un dîner à Chambéry. Et puis pour la nouvelle émission aussi, le grand happening qui arrive très prochainement. À très vite, merci, ciao.